deuxième technique pour faire changer les choses, qui est la technique du plaidoyer, c'est-à-dire batailler jour et nuit, 8 jours par semaine, 13 mois par an, pour une cause dans laquelle on croit. Je vous demande d'applaudir une grande dame et une grande amie, qui est Bouchra Riati, qui s'occupe de l'association INSAF avec une cause qui est très difficile et qui fait de très belles choses. Merci Bouchra d'être là. Merci Anouar. D'abord, je te remercie pour ton invitation. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est au nom de l'association INSAF, dont je suis la présidente depuis 2 ans et demi. Et pourquoi? Parce que ici, on a la chance de rencontrer des personnes qui sont déjà dans une posture de vouloir changer. Et donc ça, c'est une vraie opportunité à ne pas rater du tout. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de notre action. INSAF, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, on ne va pas passer la présentation, merci. C'est une association qui a aujourd'hui 17 ans. Elle est le fruit de l'engagement et de la volonté de personnes qui avant nous, ont souhaité faire changer les choses et qui ont vu simplement des choses atroces, horribles, qui se passaient dans l'espace public, donc l'abandon sauvage d'enfants qui sont nés hors mariage. Donc c'est une problématique qui existe toujours. On la voit peut-être un peu moins, mais elle existe. On a toujours des enfants qu'on peut trouver dans des poubelles, dans des terrains vagues, encore l'année dernière, près de l'association, abandonnés. Sachez que pour la région de Casablanca, les derniers chiffres qu'on a pu sortir à travers une étude commanditée par INSAF, on décompte environ 850 abandons d'enfants par an durant les 10 dernières années. Au Maroc, la problématique des mères célibataires, elle concerne à peu près 30 000 mères célibataires par an, ce qui est un chiffre énorme. Ces chiffres ne sont pas des chiffres officiels, ce sont des chiffres de l'association qu'elle a obtenir à travers ses propres moyens, malgré la difficulté d'obtenir les chiffres et l'accès à l'information, vous le savez. Alors, notre association, qu'est-ce qu'elle fait? Pour les mères célibataires depuis 1999, donc elle a un espace qui permet à des personnes qui sont en grande vulnérabilité de se présenter, de pouvoir avoir la chance. Quand on dit la chance, c'est parce que à nous toutes, les associations qui opérons vis-à-vis de ce cible-là, on ne traite que 10 à 15% des cas. Sachez-le. Donc si parmi vous, il y en a qui ont envie de s'investir auprès des mères célibataires, il y a encore des associations à monter, parce qu'en face, au niveau de l'État, au niveau des politiques publiques, il n'y a rien pour les personnes. Il n'y a absolument rien. Et notre rôle, c'est à partir de l'expérience que nous menons sur le terrain, vis-à-vis de ces populations, des expériences qui sont pour la plupart, on va dire, réussies, mais sur les 17 ans, on peut dire aussi qu'elles ne sont pas tout aussi réussies que ça, puisqu'on en a qui se présentent avec un 2e enfant, un 3e enfant, voire un 4e enfant. Ça veut dire que cette problématique, ce n'est pas la problématique des ONG comme la plupart, ça doit être la problématique de l'État. Aujourd'hui, les politiques, les gens qui sont responsables, à la fois de ces questions qui touchent la femme, la famille, les enfants, ne peuvent plus se contenter d'un article du Code pénal qui interdit les relations sexuelles hors mariage. La réalité, on l'a tous devant nous. Nous, on la voit peut-être plus que vous au niveau de l'association, mais elle existe, il faut, à un moment, il faut la regarder en face. Et il faut la traiter parce que ça va être, demain, si elle n'est pas traitée, c'est encore beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. La plupart d'entre eux, s'ils ont de la chance, ils vont aller dans un orphelinat. Mais pour la plupart d'entre eux, ils sont dans la rue, vous les croisez, dans les feux rouges, dans les terrains vagues, dans certains endroits qui sont connus pour être des squats à Casablanca, mais partout au Maroc, sachez-le, il y en a partout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on les reçoit, on a, pour celles qui ont de la chance, donc on a 20 places, on les héberge. Donc, on va les identifier au plus près, c'est-à-dire qu'on fait le tour des maternités de Casablanca, il y en a 9. Nos assistantes sociales y vont pour repérer celles qui sont dans les maternités pour essayer d'intervenir le plus vite possible et éviter qu'elles n'abandonnent leur bébé.
qu'elles le donnent ou qui rentrent dans un circuit. Vous savez, il y a des mafias, il y a eu des cas qui ont défrayé la chronique. Je ne vous apprends rien. Et puis, donc, pour celles qui le veulent, donc, on les accueille chez nous et on les aide à se reconstruire, à se donner un projet de vie. C'est un bien grand mot. Quand on dit projet de vie, en fait, on essaye simplement de focaliser leur attention et de faire en sorte que ce moment où elles sont en détresse, qu'elles puissent quand même reprendre confiance et garder l'enfant auprès d'elles. Et donc, c'est un accompagnement médical, psychologique, c'est un accompagnement administratif, juridique, c'est une médiation familiale. Sachez que pour ces filles, le premier besoin, c'est de se remettre en contact avec leur famille et d'essayer de revenir au sein de leur famille parce qu'elles sont rejetées, elles se retrouvent à la rue. Et c'est aussi, et là on a un grand programme qu'on a démarré il y a une année, soutenu et financé par l'Union européenne, des formations pour qu'elles puissent être autonomisées. Le but, c'est qu'elles puissent avoir un métier entre les mains et qu'elles puissent être placées, travailler. On leur offre le premier mois de logement en externe, avec la prise en charge de la nurse pour le premier mois. Et ensuite, c'est une façon d'amorcer une vie nouvelle pour elles, où elles sont, on va dire, où elles se prennent en charge. Et on les accompagne jusqu'à trouver ce travail et les stabiliser. Donc ça, c'est pour la partie des mères célibataires, pour lesquelles nous avons un plaidoyer qui va commencer de façon très forte autour du mois de mars, puisqu'on a réalisé un documentaire où nous faisons intervenir l'ensemble des parties prenantes, y compris le volet religieux, pour justement demander un certain nombre de points. Je vais les dire rapidement, et puis si vous voulez dans les débats, on pourra en parler. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit au niveau de l'association, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire simplement « ça c'est halal, ça c'est haram », ça il y a une loi, il y a la prison, etc. Il y a une réalité, il faut la traiter. Et au centre de l'attention, c'est l'enfant qui nous intéresse. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'on puisse continuer à mettre toute la responsabilité sur la mère. Aujourd'hui, pour faire un enfant, comme depuis toujours, il faut 2 personnes. Aujourd'hui, il est largement temps que le partenaire, c'est-à-dire le père biologique de l'enfant, puisse assumer sa responsabilité. L'assumer, au minimum, c'est lui donner un nom. C'est-à-dire ne pas laisser cet enfant comme ça, suspendu, sans nom. Donc, Neseb, c'est le minimum. Et ça, tout le monde le dit. La religion, la morale, la société, je veux dire, c'est le minimum qu'on puisse aujourd'hui donner à un enfant. Et c'est son droit. C'est son droit. Et c'est aussi à l'État de le lui garantir. Et donc, nous, ce qu'on demande, parmi les points sur lesquels nous allons beaucoup focaliser, c'est qu'il y ait un ADN systématique. Ça ne coûte plus autant d'argent que ça. Et si nous mettons en place un ADN systématique, on aura au moins des enfants qui vont porter le nom de leur père biologique. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si on veut avancer un petit peu plus, on pourrait, et ça c'est la justice qui peut rentrer, donc la science pour l'ADN et la justice pour le deuxième point, c'est on pourrait demander à ce que, une fois que l'enfant est reconnu par son père biologique, qu'il puisse contribuer à son éducation. Un minimum. Et moi je suis certaine que si on applique ces 2 dispositions, il y aura beaucoup moins de cas que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qu'on croise, ce sont des personnes qui se rencontrent avec peut-être des fois c'est, on va dire, c'est à l'encontre de la volonté des filles, mais pour la plupart du temps, il y a une histoire et il y a un souhait d'arriver vers une formalisation, un mariage. Donc c'est une relation consentie. Et donc, dans ces cas de relation consentie, la plupart, pas tous, mais on a un bon paquet, ce sont des hommes qui sont mariés par ailleurs. Donc si on met une disposition où on a la reconnaissance par ADN et une prise en charge de l'éducation de l'enfant, je peux vous assurer qu'il y aura énormément de moins de cas qu'on en a aujourd'hui et moins d'enfants qui sont dans la rue comme nous le voyons aujourd'hui. Et là, je vais m'arrêter sur la partie des mères célibataires, simplement pour vous dire que INSAF a aussi un autre levier d'action. Pourquoi ?
parce qu'au bout de 10 ans d'action, on s'est aperçu que les mères célibataires avaient eu une vie avant de petite bonne. Et on a essayé de quantifier un peu dans la population qui nous se présentait à nous, et on a entre 40 à 45% des mères célibataires qui se sont présentées à INSAF, donc avant 2007, qui avaient eu un passé de petite bonne. Du coup, on s'est dit, il faut agir en amont, et on a développé un programme, et on a choisi une région qui est une des plus pauvres du Maroc, où il y a les indices de développement les plus pauvres, la région de Chichaoua, là, à côté de Marrakech. Et là, on a été à la rencontre des autorités, on a été à l'école, on a été voir les parents, et on a été faire des recensements pour voir quels sont les enfants, les filles qui sont en âge d'être à l'école et qui ne le sont pas. Et du coup, on a été posé la question pour savoir où elles étaient. Et on a pu, avec beaucoup d'argumentaires, aller vers les parents et les convaincre pour les remettre à l'école. Donc on a fait une action qui a permis de sortir des petites filles en ville, de les ramener au sein de leur famille et de les remettre à l'école, moyennant un accompagnement, moyennant une petite aide financière pour la famille qui est de 250 dirhams par mois, symbolique, la prise en charge de tous les frais scolaires de la petite fille. On est arrivé, donc depuis 2007, ça fait 10 ans que ce programme existe, à peu près à traiter 300 petites filles. Elles sont entrées dans les cycles scolaires, donc aux âges où elles arrivaient, avec du soutien scolaire. À aujourd'hui, on en a 10 qui ont eu leur bac, donc 10 bachelières. À horizon 2020, elles vont être 85 autres à se présenter, donc pour passer leur baccalauréat. Tout ça pour vous dire que on a des arguments et on a une ingénierie sociale qui prouve que ça fonctionne. Et donc, tout ce qu'on dit aujourd'hui, et ce qu'on a dit dans le cadre d'un projet de loi qui a fait beaucoup de bruit cette année, c'est le projet de loi 1912, et j'y reviendrai. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On prouve que des choses réussissent pour peu qu'on mette un petit peu de moyens, pour peu qu'on mette les personnes. Donc ce programme, il a touché à peu près 300 personnes. Aujourd'hui, elles sont 195 à peu près. Ça veut dire on a 5 personnes qui sont sur place, donc à Al-Qala'a, Chichaoua, et c'est 250 dirhams par petite fille, plus les frais de fonctionnement. Pour vous dire que, voilà, à l'échelle, qu'est-ce que ça représente, et au niveau de l'État, je veux dire, ça peut être duplicable. C'est ce qu'on a essayé de faire passer comme message. Je reviens à la loi et au plaidoyer qui a été mené toute cette dernière année. En fait, ça fait plusieurs années que nous travaillons sur cette thématique. Sachez que ce sujet s'est invité dans le cadre d'un projet de loi sur le travail domestique. Normalement, c'est un projet de loi qui est positif pour notre pays. Ça veut dire que c'est une frange de la population qui a toujours été dans une situation difficile, qui n'avait pas trop de cadre institutionnel, et donc normalement, ça devait être quelque chose de positif pour notre pays. Sauf que dans l'article 6 de ce projet de loi, ils ont parlé d'un âge limite. Et du coup, ils avaient commencé à parler de 16 ans, au début 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui oblige à l'école jusqu'à 15 ans révolus. Et nous, on a travaillé beaucoup dans le cadre d'un collectif, et c'est ça la méthodologie qu'on a mis en place avec une cinquantaine d'associations, c'est qu'on s'est mis en collectif depuis 2009 pour que notre voix porte davantage, pour que nous montrions tout ce qui existe sur le terrain, tous les fléaux qui sont rattachés à cette déperdition, à cette exploitation des petites filles dans le travail domestique. Et ça nous a permis, avec beaucoup de stratégies, d'allier avec un certain nombre d'institutions nationales et internationales, de faire changer les choses et donc de passer à un âge limite de 18 ans en dernier recours. Toutefois, il y a une période transitoire de 5 ans qui ne nous plaît absolument pas du tout et sur laquelle nous allons continuer à plaidoyer avec le collectif. Je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Je suis là avec vous jusqu'à la fin si vous voulez poser des questions. J'assume les raisons.
Merci. Merci beaucoup, Bouchra. Vous faites un travail formidable. Vous vous rappelez tous de la polémique sur l'âge minimum de travail dans les maisons qui avait suscité beaucoup de débats. Et bien voilà une action qui vise à changer les choses par le plaidoyer, c'est-à-dire la pression, les médias, le soutien international, rendre visite aux partis politiques, visiter les élus. C'est aussi une façon de faire changer les choses. Ça n'a pas tout à fait abouti dans la forme de base. Il y a un délai de grâce de 5 ans qui a été accordé pour continuer à pouvoir embaucher les jeunes filles dans les maisons à partir de 16 ans. Je rappelle que le travail dans les ménages, ce n'est pas un travail normal, ce n'est pas un boulot normal. 24 heures sur 24, c'est un travail pénible. À partir de 16 ans, on y travaille. L'expérience magnifique sur le terrain à Chichawa, qui consiste à accompagner des familles qui voulaient envoyer des filles travailler en ville, leur dire non, vous gardez vos filles et on vous verse une petite aide de 150 dirhams, a fait qu'aujourd'hui, il y en a des bachelières qui ont obtenu leur bac et d'autres obtiendront leur bac. Et nous avons avec nous de grands pédagogues dans le lycée et savent à quel point c'est compliqué d'accompagner, même si le bac a l'air de leur vouloir. C'est pas vrai, c'est très important. C'est très important le bac pour des jeunes filles qui ne rêvaient pas de l'avoir. Bravo encore et applaudissements pour INSAF, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et si l'une de vous et l'un de vous est sensible à cette cause, évidemment, l'association INSAF, je parle sous le contrôle de Bouchra, serait heureuse de l'accueillir. Je trouve qu'il y a assez d'associations sérieuses. Il y en a 100 000 sur papier, 90 000, c'est des associations affiliées à des acteurs politiques, mais il y en a bien 10 000 qui travaillent correctement. Sur ces 10 000-là, on peut insuffler un nouvel esprit, un nouvel état d'âme, une nouvelle façon de faire, cette méthodologie, cette façon de faire qui est celle de changer.